ma première rencontre avec René Girard, c'est une rencontre purement livresque, parce que c'est passé par des choses cachées, donc j'ai lu le livre, tout bêtement, qui a dû me tomber dans les mains dans une bibliothèque un peu par hasard. Donc la rencontre, c'est une rencontre de hasard, si tant est que le hasard existe, à travers des choses cachées depuis la fondation du monde, donc un recueil d'entretiens, quelque chose d'assez vivant, une pensée vive, une pensée d'une personne qui dialogue. Et donc mon entrée a été plus rapide, plus immédiate, parce que j'ai rencontré quelqu'un en même temps que j'ai rencontré une pensée. Voilà. Et puis ensuite, à partir de là, bon, j'étais absolument fasciné par ce livre. Et par l'aspect englobant, l'aspect, le fait qu'il passe du religieux au littéraire, du littéraire au politique, au culturel, et tout ça par par un seul jet, quoi, un seul modèle qui n'est pas totalisant, mais qui est intégrateur de beaucoup de choses. Ça m'avait beaucoup impressionné. Alors, j'ai rencontré René Girard là aussi par providence. Il se trouve que nous avions une connaissance commune, Angèle de Ratowski, que j'ai rencontré Angèle là aussi par providence. Un de mes étudiants entre en contact avec elle parce que j'avais cité Hubert de Ratowski dans un de mes ouvrages. Donc cet étudiant en thèse était allé contacter Ratowski qui était décédé, était tombé sur Angèle. Angèle du coup l'avait entraîné dans une commémoration du 10e anniversaire de la mort d'Hubert de Ratowski, dans laquelle j'ai été moi-même entraîné, puisque je l'avais organisé, et René Girard est venu à cette commémoration avec d'autres, avec beaucoup d'autres. Il y avait De Guy, il y avait Manin, je crois. Et donc c'est comme ça que j'ai rencontré pour la première fois René Girard, et ensuite je l'ai rencontré plusieurs fois chez Angèle de Ratowski. Et du coup, j'ai eu avec lui une relation très particulière, puisque on était dans un cercle amical. Enfin, je suis rentré directement dans un cercle amical avec lui. C'est une relation, rencontrer une personne éminente, alors pour moi, un maître, mais d'une relation où on était assis dans un salon et on buvait un café, et puis voilà, et on devisait d'une chose et d'autre. Il s'était intéressé beaucoup, non pas à ce que je faisais, parce que très honnêtement, je pense que c'était pas du tout son, dire, son univers. L'économie, c'était pas du tout son univers, et en particulier l'économie pratique. C'est pas du tout son univers, mais il avait cette curiosité des grands pour ce qui se fait, non pas seulement à partir de lui, parce que pour le citer, cette vanité des académiques à vouloir être cité, mais pour être certain que son œuvre était utile et qu'elle pouvait être féconde dans d'autres disciplines. Et donc il m'a encouragé avec beaucoup de bienveillance. Alors le lien entre mes travaux et donc mes travaux sur la théorie des conventions et le modèle mimétique de, et victimaire de René Girard sont doubles. D'abord, c'est René Girard qui inspire la théorie des conventions, en tout cas telle que moi j'en ai développé des éléments. C'est René Girard, c'est-à-dire cette logique de construction du social à partir du comportement de l'individu en relation avec les autres, qui l'intègre dans un système qui cristallise finalement les comportements. Donc cette idée, elle est girardienne. Ça, c'est le point d'influence immédiate, directe. Et puis, influence indirecte, c'est une influence par antithèse. En fait, ce que j'ai voulu faire, c'est réfléchir sur cette construction collective du, du social, du groupe, de la communauté, mais à partir de la problématique de la raison. Donc, faire vraiment de manière caricaturale peut-être, mais René Girard, c'est le désir. C'est le désir qui fait le social, c'est le désir mimétique, donc c'est le désir de l'objet qui va rendre concurrentes, convergentes les attentes et à un moment donné faire émerger la violence. Ce qu'on a développé, ce que j'ai essayé de développer en théorie des conventions, c'est la raison. En fait, comment peut-on être autonome sans tenir compte de l'autre et du comportement de l'autre
qui détermine mon autonomie, puisque ma décision économique va dépendre de la décision de l'autre. Et du coup, l'autre devient un obstacle. Et dès lors que l'autre devient un obstacle, il y a une violence sociale qui naîtrait du fait que je ne peux pas décider de manière autonome sans tenir compte de la décision des autres au même moment. Et cette violence sociale, elle est contenue dans ce qu'on appelle une convention, c'est-à-dire qu'il faut faire l'hypothèse qu'il y a un trou noir de rationalité, c'est-à-dire que chacun pense, que chacun pense, que chacun pense, que c'est comme ça qu'il faut se comporter, précisément pour ne pas interroger la possibilité que l'autre agisse d'une façon qui m'échapperait et donc qui inhiberait mes propres actions. Et ce trou noir de rationalité est évidemment en parallèle avec la crise victimaire, et puis surtout la méconnaissance du modèle chez René Girard, puisque c'est parce que je ne dévoile pas le mécanisme victimaire que le mécanisme victimaire fonctionne de la même façon, c'est parce que je ne dévoile pas le mécanisme conventionnel que la convention fonctionne comme un système de rationalisation partagée. Mais si je me mets à interroger, à douter de la convention, pourquoi on fait ça? Pourquoi c'est évident? Alors la convention redevient lieu, enfin plutôt l'espace social redevient un lieu de tension et de violence, exactement comme chez René Girard, le fait de m'interroger sur la victime et de ne pas accepter le mécanisme victimaire, évidemment, me renvoie à la violence sociale. Donc il y a bien une influence très forte, une influence directe, c'est le même mécanisme, mais l'objet n'est plus le désir, mais la raison. Une influence indirecte, essayer de comprendre comment, de la même façon que le désir construit le social, la raison et l'impossibilité d'agir en raison de manière autonome nécessitent une construction sociale. Le monde moderne est tramé de croyances. Donc c'est contre-intuitif parce que la modernité veut nous faire croire qu'il n'y a pas de croyance et que le social est fondé sur la rationalité, une rationalité qui exprime la transparence, qui exprime oui, qui met en évidence, qui rend transparente toutes les raisons d'agir. Or, pas du tout. Le monde moderne est tramé de croyances parce que pour qu'il y ait des raisons d'agir, encore faut-il qu'il y ait des systèmes de rationalisation qui rendent raison à l'action. Donc plus il y a d'autonomie apparente de l'acteur, et notamment en économie, plus j'ai l'impression d'agir dans les innombrables marchés, dans les innombrables organisations, plus je dois me référer à des systèmes de croyances communes, et donc à des conventions, et donc plus se développent des systèmes de croyances. Donc il y a beaucoup plus de croyances avec un S, donc au pluriel, aujourd'hui, au début du XXIe siècle, qu'il n'y en avait au XVe siècle, qu'il y en avait dans l'époque prémoderne. L'époque prémoderne, les croyances étaient relativement limitées autour de grands systèmes partagés. Aujourd'hui, il y a d'innombrables croyances, d'innombrables communautés qui se fondent sur leurs propres croyances. Donc on est davantage dans le siècle du religieux archaïque aujourd'hui qu'il y a 1000 ans. Et ce qu'a bien montré Girard d'ailleurs, puisque l'Occident chrétien a eu tendance à limiter les croyances et à concentrer autour de grands systèmes de croyances, et avec Clausewitz, la modernité a eu tendance au contraire à démultiplier les lieux de croyances, que nous appelons convention en économie, mais regardez comment l'économie se construit, à part d'innombrables croyances sur les marchés, sur les qualités, sur les forces, sur les évolutions, sur les stratégies, tout ça, d'où ça vient, comment c'est construit, on ne sait pas. Enfin, on le sait, mais on ne doit pas le savoir. On sait que c'est construit par convention, mais il ne faut surtout pas révéler que tout ça, de toute façon, ce sont des conventions, donc des croyances. Alors, par exemple, ce que j'ai voulu montrer dans le travail invisible, c'est que la période contemporaine autour de la financiarisation a formulé, plutôt à générer des croyances sur ce qu'est l'innovation, sur ce qu'est la productivité, sur ce qu'est la performance. Et ces croyances ont éliminé le travail réel. On ne voit plus le travail. On ne voit plus ce qui fait le cœur même de l'économie, le travail des gens qui fabriquent, qui échangent, qui sont en relation. On ne le voit plus, on ne voit plus que les reportings, que toutes les intermédiations qui permettent à des acteurs au sommet de gérer l'économie à partir de l'abstraction du travail réel. Or, cette abstraction, ce mécanisme d'abstraction suppose d'innombrables conventions.
sur ce que la performance, par exemple, c'est quoi? L'innovation. Tout le monde dit l'innovation, c'est la loi des prophètes, c'est l'avenir. Mais ça vient d'où? Innover pourquoi? Qui a décidé de ça? Est-ce que c'est si vrai? Est-ce que c'est si vrai dans les pratiques que l'innovation est attendue par les clients? On ne sait pas, mais comme on le laisse à croire et on le croit, ça a un effet de réel. Et toutes les entreprises se mettent à innover, et du coup les clients se disent, ben oui, s'il n'y a pas d'innovation, c'est que le produit n'est pas euh, enfin, le plus contemporain possible, donc je vais choisir le plus contemporain possible, et du coup, effectivement, autoréalisation de la prophétie, comme on dit, hein, self-fulfillment, autoréalisation, et à la fin, tout le monde se court après l'innovation, ce qui met l'innovation en premier plan, et non pas le travail réel. Quel est le travail derrière cette innovation ou derrière ce nouveau produit? On s'en préoccupe plus. Ce qui importe, c'est qu'on ait le dernier téléphone portable de la génération, ou le dernier service, comme si c'était en soi le produit. C'est parce que c'est le dernier que c'est le bon. Ben, tout ça, ce sont des pures croyances. Ouais, bien sûr. Alors c'est ce que j'ai voulu montrer dans le travail invisible, c'est que cette invisibilisation du travail est en fait fondée sur la financiarisation, enfin sur les croyances qui trament la financiarisation du monde.